Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et avant de recevoir notre invité, nous accueillons François Bousquet, notre partenaire pour cette interview vue de haut. Bonjour François Bousquet, comment allez-vous ? Bonjour Baudouin, très bien. Et vous dirigez la revue Éléments et la nouvelle librairie. Alors quels seraient vos conseils de lecture cette semaine ? Eh bien, Éléments qui est en kiosque depuis ce week-end avec une magnifique photo de Bernard Lugan en duelliste, bretteur, mousquetaire, parce qu'il sort à la nouvelle librairie Un éloge du duel, l'honneur plutôt que la vie. Alors, retrouvez Éléments en kiosque et Bernard Lugan à la nouvelle librairie le mardi 10 octobre de 17h à 20h pour une magnifique séance de dédicace. Merci François, je vous propose qu'on se tourne vers notre invité Laurent Oberton et que vous présentiez son dernier ouvrage. Vue de haut. Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Ligne Droite. Alors, nos auditeurs vous connaissent sans doute. Vous êtes l'auteur de la trilogie des guérillas qui raconte l'effondrement de la France, également de France Orange Mécanique et de Big Brother, et cette année de Raisonnablement Sexiste aux éditions Magnus. Alors, ce titre et cet ouvrage, François Bousquet, vous allez nous le présenter. Oui, c'est un livre qui ne va pas vous réconcilier avec Sandrine Rousseau. Il devrait pourtant, puisque dans Raisonnablement Sexiste, il y a raisonnablement, c'est-à-dire avec raison et avec sénérité. On y retrouve la patte de Laurent Oberton. Ces livres reposent toujours sur une très abondante documentation scientifique, mais ils sont construits, et c'est tout leur charme, comme des scénarios et se lisent comme des romans. C'est nerveux, cru, percutant, réjouissant. Une première partie qui rappelle les différences entre les hommes et les femmes, hormonales, neurologiques, on y reviendra. Une seconde partie qui dresse le tableau clinique d'une société, la nôtre, livrée à la confusion des sexes. Et un troisième qui est une sorte de vadémécum, bref, le tout constituant un fortifiant contre les délires féministes, quand bien même on n'est pas forcément d'accord avec tous les partis pris de l'auteur. Alors Laurent Oberton, première question. Les féministes exigent l'égalité, mais il n'y a pas d'égalité homme-femme. Ici, c'est une fable, rien que des différences. Cela s'appelle le dimorphisme sexuel. Les garçons aiment plutôt les jeux de balles, les filles les poupées, etc. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces différences ? De quelle nature sont-elles ? Hormonales, comme je l'évoquais, physiologiques, neurologiques, psychologiques ? Alors, il semble qu'elles sont un peu tout ça à tous les niveaux. On a constaté, pas seulement chez notre espèce, mais chez toutes les espèces vivantes, les espèces sexuées en tout cas, ce genre de différence, ce genre d'intérêts divergents qui expliquent tout un tas de raisons biologiques, notamment des gamètes différents. La femme produit des gros gamètes qui sont rares et qui sont chers, et les hommes en produisent de très nombreux qui sont peu coûteux, qui sont abondants, et à partir de là, on va avoir des stratégies face à la vie, face à nos impératifs biologiques qui sont fondamentalement différents, et la culture va se greffer là-dessus. Et donc, il y a des différences qui sont, à mon avis, insurmontables et qu'il n'est pas nécessaire de surmonter, bien au contraire. Mais c'est pas du tout dans l'air du temps. L'air du temps, c'est l'héritage sartrien. La femme n'est qu'un homme contrarié, et donc il faut absolument éraser ces différences qui ne sont que le fruit d'un patriarcat oppressif, etc., pour mieux nous en libérer. Et pour mieux vivre, c'est ce qu'écrivait Mao, sur les feuilles blanches s'écrivent les plus beaux poèmes, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire avec tous les moyens de l'État mis en œuvre, avec toutes les forces de conditionnement des esprits, avec des commissions, des projets de loi, des plans interministériels, etc. Il faut que les femmes soient exactement les égales des hommes en matière d'aspiration, de volonté, de sexualité, de tout ce qu'on peut imaginer. Et tout ira mieux ainsi. Donc ça, c'est vraiment c'est notre époque. Moi, je pense que les différences entre les hommes et les femmes sont déjà suffisamment importantes et impliquent suffisamment compliquent suffisamment nos relations pour qu'en plus on ne soit pas obligé de faire face à ces délires idéologiques qui font énormément de dégâts. On parle d'émancipation, mais on est face à des injonctions de comportement dont nos jeunes en particulier ne mesurent pas du tout les conséquences, et qui sont absolument dramatiques pour les familles, pour la natalité, pour la transmission de notre héritage, de nos valeurs, etc. Vous mettez les pieds dans le plat tout au long du livre, mais il y a un sujet sur ces différences entre l'homme et la femme, où vraiment vous les mettez deux fois dans le plat, si je puis dire, c'est sur la question du quotient intellectuel.
qui est un sujet un peu tabou, en tout cas en France, beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Et on entend partout que les filles sont meilleures que les garçons à l'école, ce qui est vrai de fait, hein, jusqu'à l'entrée dans l'école d'ingénieur, hein. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette différence, hein, parce qu'il y a des différences neurologiques aussi en termes de QI entre l'homme et la femme, hein. Oui, absolument. Alors ça, c'est vrai que c'est le sujet peut-être le plus sensible, puisque là, on est même plus on est dans le turbo-sexisme en quelque sorte, puisque le simple fait de constater des différences élémentaires entre les hommes et les femmes est déjà sexiste. Alors là, des différences intellectuelles, c'est absolument épouvantable. Mais la science existe, ça fait pas toujours plaisir, mais c'est comme ça. On constate, les chercheurs constatent une égalité statistique à peu près entre les hommes et les femmes moyenne. Mais il s'avère que les hommes sont plus extrêmes dans les deux cas, c'est-à-dire qu'à la fois on va trouver plus d'hommes idiots et plus d'hommes doués que les femmes. Ils ont une répartition qui est plus large. Et à partir de là, ça explique ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire que les femmes réussissent en général une meilleure scolarité, mais dès qu'on va vers des métiers très spécialisés, très complexifiés, qui demandent des capacités cognitives très élevées, eh bien, les femmes ont tendance à se raréfier. On peut ajouter à cette différence en termes d'intelligence des différences de, comment dire, c'est ce qu'on appelait systémique et empathique, c'est-à-dire que les femmes vont avoir un cerveau en général plus empathique et les hommes un cerveau plus systémique. Encore une fois, ce sont des moyennes statistiques, mais aux extrêmes, dans des métiers qui impliquent un travail intellectuel de tous les instants, un renoncement complet à la vie sociale, eh bien, on va avoir beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ça va se voir fatalement, puisque on va souvent parler de ces grandes réussites, des génies qui ont fait notre histoire, etc., des grands mathématiciens, des grands économistes. Et évidemment, des journaux comme Le Monde ou Libération vous diront mais c'est scandaleux, il y a plus d'hommes que de femmes, donc c'est la preuve d'une injustice. Mais ça, c'est uniquement si on part du principe que les hommes et les femmes sont rigoureusement identiques, ce qui n'est pas le cas. Oui. Également, vous décrivez donc la meilleure réussite des petites filles à l'école et certains l'attribuent au mimétisme très fort chez la jeune fille. Ça, c'est une autre différence très importante entre les jeunes garçons et les jeunes filles. C'est cette question du mimétisme. Donc, en fait, les petits garçons sont naturellement, entre guillemets, plus rebelles, plus teigneux. Oui, bien plus enclins à la prise de risque. Ils sont également beaucoup plus compétiteurs, parce que eux, encore une fois, doivent être choisis par ces dames et doivent donc acquérir un statut, un prestige, des ressources. C'est beaucoup plus préoccupant pour eux et ils sont prêts à beaucoup plus de sacrifices à cette fin. Encore une fois, évidemment, il y a des exceptions, hein, toutes les règles en ont. Ce sont des tendances statistiques, mais ça crée des différences moyennes qui sont assez importantes et qu'il est, à mon avis, parfaitement absurde de nier. Mais encore une fois, c'est très difficile de parler de ces sujets puisqu'ils sont les propos que je tiens seront perçus comme une agression sexiste épouvantable, sont peut-être même passibles de poursuites, c'est pas impossible. Mais encore une fois, comme disait Steven Pinker, le psychologue, la vérité ne peut pas être sexiste. Ce sont des constats scientifiques et statistiques. C'est le paradoxe presque de notre sujet, et on le voit dans votre livre, qui est une mine d'informations. Vous avez lu, peut-être pas toutes, parce qu'elle est surabondante, hein, mais cette littérature scientifique, or jour après jour, étude après étude, elle vient conforter la différenciation sexuelle qui n'a jamais été aussi documentée. Alors comment ça se fait? C'est la Terre est ronde, la Terre tourne, et elles nous disent qu'elle est plate, hein. Le déni, c'est un déni qui frise de délire, hein. Oui, absolument. On est dans un délire complet. C'est encore une fois le problème, c'est qu'on a cette université française, ce fameux Big Brother. On a les grands médias, l'université, le monde de la culture, qui eux ont ce parti pris idéologique et sans lequel on ne peut pas faire une carrière aboutie dans ces milieux-là d'ailleurs. Donc on va se conformer à ces délires sartriens, existentialistes. L'immigration qui n'a aucune conséquence péjorative, etc. On retrouve à tous les points de vue cette offense permanente faite au bon sens et à la vérité scientifique qui est payante dans ces milieux-là, malheureusement, et en plus d'être... elle est très minoritaire dans le pays, mais elle a accès à ces moyens de communication de masse qui sont, pour le coup, écrasants par rapport à la contre-information,
les journaux télévisés, les radios France, l'université française, les experts sur les plateaux télé, etc. La production culturelle, la publicité nous expose en permanence à ce déni de réalité qui donne l'impression que tout marche à l'envers dans ce pays et qui fait remettre en cause, je pense, des certitudes profondes ancrées, des évidences pour le sens commun qui sont contestées et même criminalisées aujourd'hui. Vous parlez d'une guerre dans le livre, hein, ce sont vos mots, je le cite, d'une guerre, je trouve la formule assez juste, d'une guerre menée à la biologie. C'est de ça dont il s'agit. Passe encore, après tout, qu'on déconstruise des concepts. Pourquoi pas, je veux dire, c'est délirant, hein, mais on ne touche pas au vivant. Là, on est en train de toucher avec les trans, avec les perturbateurs endocriniens, pas seulement avec l'idéologie, on touche au vivant. C'est de la manipulation du vivant. Ah oui, on est vraiment dans l'attaque de nos réalités les plus fondamentales en se disant il y a une espèce de logique transhumaniste aussi, en se disant qu'on va parvenir à faire ce qu'on veut de ces créatures réfractaires. Et si on n'y parvient pas par le conditionnement culturel, eh bien, ce sera par l'intervention, par les puces, par la manipulation hormonale, par des interventions, des opérations, etc. Et c'est vraiment, c'est assez terrifiant. Et plus terrifiant encore est l'adhésion de certains parents à ce genre de dérive qui vont vouloir, dès que leur garçon voudra s'amuser à mettre une robe de princesse, on voudra illico lui faire prendre rendez-vous avec un médecin spécialisé, peut-être pourquoi pas l'opérer, etc. Enfin, on est vraiment et tout ça est conforté par certains médias qui vont vous expliquer à quel point tout ça est normal et qu'il y a 99 genres et pas seulement les hommes et des femmes. Et évidemment qu'il y a des problèmes, hormonaux, hein, c'est incontestable, mais ce sont des problèmes hormonaux. Ce n'est pas le mode de vie, ce n'est pas le futur de l'humanité, et il paraît vraiment, vraiment extrêmement dangereux de le voir comme ça. Il y a une autre statistique. Pardon, allez-y, François Bousquet. Non, allez-y, Baudouin. Alors, il y a une autre statistique qui est assez intéressante dans votre livre, et qui renforce vraiment les préjugés les plus primaires, c'est ceux autour de la conduite des véhicules. Et donc, vous citez qu'en dépit d'un taux de réussite supérieur à l'épreuve théorique du permis de conduire, donc la réussite chez les femmes à l'épreuve théorique est de 63% contre 53% pour les hommes. Donc, les femmes réussissent mieux à la théorie. Les femmes réussissent mieux à la théorie qu'à la pratique. Mais à l'exercice, à l'épreuve pratique du permis de conduire, là, ce rapport s'inverse. 49% des femmes réussissent contre 60% des hommes. Alors il y a deux leçons à en tirer de cette statistique, c'est que l'homme est peut-être plus performant face au stress au moment de l'épreuve, et la réponse à cela, c'est que la femme étant conditionnée par ces préjugés autour des femmes ne sachant pas conduire, elle réussirait mieux, elle réussirait moins bien au moment de l'épreuve pratique. Qu'est-ce que vous répondrez à cela ? Parce qu'il y a sans doute une réalité autour de ça, non ? Oui, c'est ce qu'on va toujours dire, c'est-à-dire que si les préjugés se vérifient en quelque sorte, eh bien c'est que Madame a été conditionnée, qu'elle a été victime de ces parties de Marelle, des cartables roses, etc., et que par conséquent elle n'arrive pas à faire un créneau, elle perd tous ses moyens à ce moment-là. C'est une manière, encore une fois, de dénier les différences d'intelligence spatiale, le fait que la conduite soit quelque chose de très systémique et donc partant d'assez masculin. Et on préfère aujourd'hui accuser la société, et ça sous-entend quelque part quand même que les femmes sont des petites choses qui sont très fragiles et elles sont extrêmement influençables sur ce point. Ça fait quand même pas mal d'années en France qu'on nous explique que les femmes sont très fortes, sont bien plus fortes d'ailleurs que les hommes, et que enfin tout va bien. Notre pays a subi un puissant conditionnement en ce sens. Et pourtant, ces différences persistent et sont même plus visibles à mesure qu'on met des moyens pour les réduire. Et même les femmes qui sont soi-disant émancipées ont tendance à revenir plus qu'ailleurs à des rôles plus traditionnels. Donc, quelque part, tous ces efforts progressistes visant à réduire et à nier ces différences ne font que montrer qu'elles sont finalement assez irréductibles.
Mais et à l'inverse, pour revenir donc sur cette épreuve théorique du permis de conduire, où seuls 53% des hommes réussissent contre 63% des femmes, est-ce qu'à l'inverse, et c'est pas piégeux donc pour les femmes, hein, est-ce que c'est pas un effet pervers pour les femmes, c'est que on va être plus exigeant finalement peut-être avec les hommes cette épreuve théorique, en tout cas, on va être plus exigeant avec eux, ou du moins les noter plus durement, alors qu'on va peut-être noter plus facilement les femmes. Ce qui va finalement peut-être du coup les désavantager au moment de l'épreuve pratique. Est-ce que là on n'a pas l'illustration que la politique paritaire en fait désavantage en bout de compte les femmes, comme quand on laisse penser que leur incorporation dans l'armée, leur participation à des stages commando sera de la même difficulté pour un homme alors qu'ils n'ont pas les mêmes capacités physiques. C'est tout le drame de cette époque bienveillante. Non seulement ça va pénaliser les hommes méritants, puisqu'on va faire passer devant eux des femmes qui ont des compétences moindres, mais ce sont des femmes. Et les femmes qui vont réussir seront toujours un petit peu suspectées. Si elles ont réussi, c'est peut-être parce qu'il y a des quotas, et celles qui le méritent pour le coup réellement auront toujours à faire avec ces soupçons. Donc ça ne rend vraiment service à personne, ça ne favorise pas non plus évidemment le niveau de ces entreprises ou de ces organismes, puisque si vous faites comme le gouvernement encore, si c'est quelque chose qui sert à rien comme le gouvernement, on peut faire la parité, on peut faire la diversité, on s'en fout, c'est pas grave. Mais quelque chose qui exige des compétences élevées et bien, par exemple, je sais pas, les pilotes d'avion, etc. Là, ça devient un peu plus compliqué de mettre des gens parce que ils ont telle orientation sexuelle, tel genre, telle couleur de peau et tout ce qu'on veut imaginer pour qu'on arrive à avoir des petits quotas qui vont bien. Ça devient un gros problème et ça contribue, je pense, à la régression générale du niveau. Il y a notre société vit sur le régime presque de l'antiphrase, un peu à la Orwell, vous savez, le bien c'est le mal, le jour c'est la nuit. On parle de domination masculine. D'abord, vous rappelez que cette domination, 99% des hommes et des femmes sont pas concernés puisqu'ils sont logés à la même enseigne. C'est pas des milliardaires, c'est pas des pilotes de Formule 1. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de domination masculine aujourd'hui. C'est une domination féminine, féministe plutôt que féminine d'ailleurs. Oui. Et en plus, c'est une manière, encore une fois, de parler de domination masculine en ne prenant en compte que les grands milliardaires, les critères archi-économiques, pour le coup, les critères masculins de la compétition sociale, alors que la domination féminine, historiquement, s'exerce bien davantage sur le clan, sur l'homme lui-même. On sait très bien dans la plupart des foyers comment ça se passe. Comme disait l'autre dans La Grande Vadrouille, c'est Marie portait culotte, mais ça, c'est pas si fréquent que ça. Et le rôle de la mère, le personnage central du foyer, notamment sur les enfants, notamment dans les relations autour du clan, a toujours été extrêmement, extrêmement important. Et il est totalement nié aujourd'hui par le féminisme qui ne jure que par la domination plus masculine, à savoir le statut, le compte en banque, etc. Et c'est très dommage, encore une fois, et c'est très préjudiciable aux femmes de pas leur reconnaître ce pouvoir plus élémentaire, mais plus concret, plus tangible. Et on vit effectivement aujourd'hui totalement dans un monde dominé par l'idéologie féministe. C'est elle qui a accès au plateau, c'est elle qui en contrôle, qui contrôle qui doit dire quoi, ce qu'il est licite ou pas de ce qui fait scandale ou non, et ce qui fait que nous autres sexistes raisonnés en serons longtemps tenus à l'écart. Je crois que c'était la pause, pardon. Vous dites qu'il y a presque une théorie du complot. On a l'impression qu'il y a, oui, je trouve que c'est ça, le féminisme, c'est une théorie du complot. Parce qu'elles croient, les féministes, qu'il y a un complot tacite de tous les hommes contre elles. Je trouve que c'est très juste là de renverser la cause et les effets, oui. La charge de la preuve. Exactement, et c'est un petit peu aussi, le féminisme est un petit peu calqué sur l'antiracisme, mais on va retrouver exactement cette même idée qu'il y a des tout-puissants oppresseurs qui veulent et qui font sciemment le mal contre des minorités, qui font leur malheur, et que les malheureuses oppressées sont des victimes tacites, pernicieuses, parce que c'est ce qu'on dit, le sexisme, c'est comme le racisme, même si on s'en défend, même si on essaie de donner des gages, on l'est quand même un peu, et notre simple existence, on doit être extrêmement coupable. Et donc c'est exactement une théorie du complot d'un groupe de mâles qui règne
depuis la nuit des temps qui tient un pacte secret pour tenir les femmes éloignées des lieux de pouvoir. Et même, on a vu des théories, par exemple, diffusées sur Arte sans la moindre contradiction, qui prétendaient que si le dimorphisme sexuel existait, si les femmes étaient un petit peu plus petites, un petit peu moins musclées, etc., c'était parce que les hommes leur confisquaient la nourriture de qualité. Et ça, on a réellement vu ça. On a vu des anthropologues comme Françoise Héritier défendre cette théorie, encore une fois, sans la moindre contradiction, sur des médias payés avec l'argent du contribuable. Oui, c'était la fameuse théorie des femmes privées de viande depuis la nuit des temps, selon l'expression. Merci Laurent Oberton, restez avec nous, il est 9h et c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes avec Laurent Oberton, auteur aux éditions Magnus de Raisonnablement Sexiste, et François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie et de la revue Éléments. Alors Laurent Oberton, vous constatez un effondrement moral et des repères de la société française causés par l'hypersexualisation, par la libération sexuelle, le féminisme. Mais alors, donc, au-delà d'une simple réaction, d'un sentiment de réactionnaire, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous proposez comme anthropologie en réponse à cette crise morale, à cette perte de repères ? Alors déjà, de garder les yeux vraiment bien ouverts sur ce qui se passe, essayer de résister à cette déferlante du mensonge qui n'est pas du tout facile, puisqu'encore une fois, Monsieur Moyen, face à sa télévision, il a face à lui les experts, les autorités morales, la menace perpétuelle de l'excommunication sociale, le fameux chantage à l'extrême droite qui est permanent, qui est le cœur réellement rhétorique de toute la gauche en France, à savoir que si vous êtes accusé, vous risquez de perdre votre situation, vos amis, etc. Et évidemment, on n'aime pas ça, on a tendance à adopter, pour éviter ça, des jugements conformistes. Donc d'abord, il faut briser ce carcan idéologique. Oui, il y a des différences entre les hommes et les femmes, c'est assez évident. Regardez le sport, regardez tout un tas de choses. Si les différences cognitives vous font peur, il y a les différences physiques qui sont là aussi. Et moi, j'essaie de m'adresser à l'individu en lui expliquant que son levier d'action principal, c'est toujours lui-même, sur ses proches, sur son clan, dans sa parentalité, dans sa manière de faire passer des messages, d'essayer de se faire exemple, en montrant un certain courage de résistance face à cette oppression mentale, ce bombardage permanent qui est réellement fait pour briser nos défenses immunitaires. On peut parler de Netflix, on peut parler de toute la production, encore une fois, publicitaire. Dans quoi peut-il puiser cette force ? Parce que c'est un rouleau compresseur, comme vous dites. Qu'est-ce qui lui reste une fois qu'il est déraciné, qu'on lui explique qu'il n'est pas forcément un homme ? Dans quoi peut-il puiser cette résistance, cette force de caractère, cette force de la volonté ? Alors c'est très difficile, c'est vraiment un travail d'autodiscipline considérable, où on a souvent plus à perdre qu'à gagner si on reste sur un plan purement matériel. On peut perdre une carrière, on peut perdre des amis, on peut perdre de l'argent, des situations, tout un tas de choses. Par contre, il y a ce dont on parlait juste avant à propos de Bernard Lugan, il y a cette notion un petit peu désuète d'honneur et de courage. Je sais que ce terme est cher à François Bousquet. Il faut, je pense, réhabiliter ces notions et montrer à quel point, dans une telle époque liquide où quand à peu près tout vous tombe dessus, quand on est face à des épreuves qui paraissent insurmontables, eh bien, cette résistance individuelle, mentale à tout ça, peut en elle-même, par elle-même, être source de satisfaction profonde et d'exemplarité pour ceux que nous aimons. Donc évidemment, sinon c'est ça, ou le renoncement et le suicide par procuration, qui consiste à ne pas se reproduire aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Donc face à ça, il faut lutter, il faut aller au charbon, il faut par tous les moyens trouver des armes de légitime défense. Il faut, je sais pas, créer des médias, parler autour de soi, montrer qu'on n'a pas peur, refuser le chantage. Tout est possible. Moi, j'essaie par mes livres de communiquer cet esprit de résistance autour de moi.
Il existe, il y a un contre-mouvement malgré ce rouleau compresseur, malgré tout ça, il y a une contre-information, il y a des revues dissidentes, il y a des médias dissidents. Je pense que nos idées, que notre vision du monde n'est pas loin d'être majoritaire dans ce pays et que malheureusement, ce qu'il reste à briser, c'est la force de conditionnement qui fait que le troupeau domestique, au bout du compte, votera Édouard Philippe, votera contre lui-même parce qu'il a peur. Il y a une difficulté objective néanmoins, et vous la pointez vous-même dans le livre, hein, pas en conclusion, c'est la T avec un T majuscule. Je ne veux pas parler de la forte de T, mais je veux parler de la testostérone. Hein. Et vous montrez que c'est central, hein, vraiment central. Les gens rigolent quand on parle de testostérone, ils pensent à Rocco Siffredi, etc., enfin, à ce genre de bêtises. Oh non, la testostérone, c'est ce qui enclenche la différenciation sexuelle. Hein. Premier point, vous le rappelez, c'est très important. Mais plus grave, c'est que elle fabrique de l'indocilité, la chute de la testostérone. Donc, la troisième partie, c'est un appel à la lutte, à la résistance, à la dissidence. Hein. Mais oui, sauf que la deuxième partie de votre livre montre qu'il y a objectivement une baisse des capacités de résistance du peuple, hein, puisqu'on est en train de vider les hommes de cette fameuse T, quoi. Voilà, quelle que soit la raison de cette baisse, hein, on parle des perturbateurs, peut-être aussi c'est ce message perpétuel comme quoi l'homme doit courber les chines, qui peut jouer aussi. En tout cas, oui, ça a des conséquences absolument dramatiques. Et la testostérone, il suffit d'observer dans la nature, vous observez le taureau, vous observez le bœuf, et la différence n'est pas seulement une différence de masse musculaire, il y a un caractère qui est complètement différent. Il y a la docilité d'un côté, on peut en faire ce qu'on veut. Le bœuf est un animal parfaitement docile et renonçant. Du moment qu'il a sa nourriture, tout va bien. Et alors que le taureau, c'est une autre paire de manches. Et on a perdu malheureusement ce caractère. On nous explique qu'au contraire, la soumission la plus complète est le seul moyen d'acquérir une forme de fierté aujourd'hui. Et il est urgent de réhabiliter un contre-modèle en disant non, justement, c'est le caractère réfractaire, mais dans le bon sens, hein, pas simplement toujours prendre le contre-pied de l'adversaire pour prendre son contre-pied, mais d'avoir cette fermeté, ces objectifs de lutte toujours clairs, toujours et de s'y tenir en permanence, c'est extrêmement important. Encore une fois, on est face à des causes de ces effondrements de testostérone qu'on ne connaît pas bien, qui sont peut-être multiples et contre lesquelles il est difficile de lutter, parce que si ce sont les oestrogènes dans les eaux du robinet, oui, il faut filtrer son eau, il faut trouver d'autres moyens de boire, mais si ce sont les perturbateurs au quotidien, il y en a partout, on sait très bien, dans toutes les maisons, quasiment tous les objets en plastique en contiennent. C'est très difficile de faire face à ça, de passer des messages aussi désagréables autour de nous, puisque beaucoup des nôtres, malheureusement, ne veulent pas entendre ces mauvaises nouvelles, hein. Ils préfèrent faire comme si tout allait bien, comme si de rien n'était. Et le fait qu'on parle si peu de ces questions, pour moi, on dit très long. Je pense que l'État, je pense que ceux qui nous dirigent sont plutôt contents d'avoir à faire face à une gigantesque servilité, à des individus qui ne sont obsédés que par la quête de leur récompense à court terme, de leur divertissement, et que finalement, ils s'oublient eux-mêmes. Mais Laurent Oberton, est-ce qu'il n'y a pas des limites à cette domestication comme réponse, comme explication à cette baisse de vitalité des hommes, de leur virilité? On a en France une population d'origine étrangère qui elle, manifeste, et parfois c'est très positif et parfois beaucoup plus négatif, notamment en termes d'insécurité, mais qui manifeste une certaine vitalité en termes de virilité, de testostérone, d'autodéfense. Et pourtant, ces populations vivent dans les mêmes conditions de confort que la population autochtone, dont on peut parfois regretter la domestication, en effet, ou du moins la veulerie. Oui, on voit bien un différentiel assez important qui persiste dans le temps. Donc, on peut en conclure que c'est quelque chose qui vient de très loin, qui est plus profondément installé. Qu'il y a une forme de basculement anthropologique, de déclin anthropologique de l'homme d'Occident, et en quelque sorte qu'il est renonçant. Alors, est-ce que c'est purement culturel, est-ce que c'est purement transitoire? C'est très difficile de le dire.
les études semblent montrer que ce n'est pas que comme ça qu'on peut l'expliquer. Et c'est très difficile de savoir s'il suffira d'une minorité déterminée pour faire basculer tout ça, pour réentraîner, pour réarmer les esprits et ramener l'homme moyen à ses responsabilités. Ça, je ne le sais pas. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et je vois pas d'autre choix, pas d'autre voie que celle de tenter d'être contagieux sur ce point de vue-là et de ramener les hommes à ce qu'ils sont fondamentalement, plutôt que les déconstruire, ce qui est tout le projet de l'adversaire. François Bousquet. Vous connaissez le rôle des minorités. Il y a Nicolas Nassib Taleb, l'auteur du Signe Noir, que nos auditeurs et téléspectateurs connaissent peut-être, parce que c'est un succès mondial. Il montre le rôle des minorités actives dans l'histoire, 2 à 3% de gens qui arrivent à renverser la table. Cela étant dit, moi, c'est l'objection que je vous apporte, depuis en tout cas Game Over, mais même un peu avant, je pense, c'est-à-dire votre précédent livre, c'était le sous-titre de Game Over, c'était la révolution anti-politique. Et votre hostilité à la politique, moi, me semble vous faire perdre de vue que nous sommes d'abord des animaux politiques. Nous ne sommes pas des animaux, enfin nous sommes des animaux, mais depuis Aristote, des animaux, des zoons politikons, des animaux politiques. Et comment peut-on se sauver en faisant l'économie de la politique qui nous tue, certes, j'en conviens, mais qui demain peut nous sauver, puisqu'elle nous a sauvés par le passé. Alors, l'inconvénient, c'est que pour qu'elle nous sauve, il faudrait d'abord, je répète ça assez souvent, mais il n'y aura pas de reconquête du pays sans reconquête préalable des esprits. Pour créer cette force d'entraînement qui va mettre de notre côté l'opinion, le flotteur, c'est-à-dire celui qui est majoritaire et qui suit le mouvement, qui suit l'air du temps et le sens du vent. Et le problème de jouer ce jeu exclusivement, je reproche pas qu'on le joue, mais si on se contente de ce jeu, malheureusement, on est prisonnier de règles qui nous échappent complètement, un système démocratique qui est dit démocratique, qui est basé sur le conditionnement des populations. Et à partir du moment où ces leviers nous échappent pour l'instant quasi totalement, eh bien, on va être à la merci des marchands de peur qui nous dirigent et qui sont très habiles pour suggérer à Monsieur Moyen que la situation n'est pas si terrible sous Macron et que s'il vote pour, je sais pas, s'il vote mal, s'il vote pas comme on lui dit, ce sera bien pire, il perdra absolument tout ce qui lui reste. Et Monsieur Moyen finit toujours par avoir peur. Alors on nous dit qu'il est très en colère, qu'il va aller jusqu'à Gérald Darmanin, mais finalement il va revenir à Édouard Philippe et tout ira bien. Et si on se consacre exclusivement à ce jeu-là, j'ai peur qu'on perde encore très vite le peu de temps qui nous reste. Et je préconise aussi plutôt, avant tout, de mener un combat sur le terrain culturel, sur le terrain de la présence dans la cité, par des librairies, par des magazines en kiosque, par des livres, en investissant vraiment tous les secteurs qui peuvent offrir à notre jeunesse une offre alternative de puissance en quelque sorte qui soit attractive, plutôt que vraiment tout miser sur le politique, le miracle politique. Il ne s'agit pas de tout miser sur le miracle politique, c'est l'articulation, vous la connaissez, c'est votre sujet, de Gramsci. C'est qu'en effet, il faut convertir les cerveaux et les cœurs, surtout les cœurs, en vérité. Il ne faut pas s'en tenir à la métapolitique pour parler un peu pompeusement. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une traduction dans les faits. La traduction, c'est la prise de pouvoir. Oui. Alors après, ce sont les formes de cette prise de pouvoir. Moi, j'ai vraiment des doutes sur la prise de pouvoir à 51% par le biais de cette compétition qui est complètement biaisée pour moi. Peut-être que si on parvient à faire monter une certaine pression de résistance, une pression populaire, peut-être que ce pouvoir de lui-même sera un petit peu obligé de se plier à ça, de faire dans un premier temps des concessions et puis finalement de rendre les armes et de céder sur des sujets essentiels. Surtout que les thèmes dont nous parlons ne sont plus cantonnés au peuple mécontent, notamment les problématiques de sécurité, d'immigration, commencent à déborder partout. Et peut-être que même dans ces élites, même au sein de ces pouvoirs qui pour l'instant paraissent faire bloc, les choses peuvent évoluer, peuvent se fissurer, peuvent changer de sens assez rapidement. Ça, évidemment, c'est très difficile à prévoir, mais en tout cas, il faut travailler en ce sens. Ça va vous employer, oui.
Vous appelez une résurrection à relever moralement donc cette civilisation occidentale. Est-ce que la grande erreur en Occident, c'est d'avoir tenté donc le communisme, le nationalisme, qui étaient des tentatives d'hommes nouveaux, de reconquérir l'adhésion des masses à un projet. Est-ce que finalement, ce n'est pas la transcendance qui manque à cette tentative de reconstruire une anthropologie? Ah oui, bah là, notre population Dieu est mort, comme disait l'autre. Ils n'ont plus Dieu, ils n'ont plus les grandes structures anthropologiques, ils n'ont plus de projet de puissance. Par contre, l'adversaire va proposer le transhumanisme, la post-écologie, enfin tout un tas de choses qui laissent penser qu'il y a une voie, qu'il y a un but qui est à peu près clair. La fin de l'humanité, enfin tout ce qu'on veut imaginer. Et c'est plus difficile du côté réaliste, du côté bon sens, de proposer une offre qui ne soit pas seulement défensive, qui ne soit pas seulement on veut que ça dure, on veut que ça continue, on veut revenir à l'ancien temps. Et les esprits sont faits comme ça. La jeunesse, elle veut une offre de projet. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense, pour lui proposer quelque chose qui soit pas, justement, qui ne tombe pas dans un autre délire, qui ne soit pas quelque chose qui est incompatible avec notre nature profonde. Donc, il faut réhabiliter ces modèles spirituels et culturels. Et ça, c'est un travail conséquent qui doit nous occuper tout autant que la défense de nos acquis, de ce que nous sommes. Merci beaucoup, Laurent Oberton, d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur aux éditions Magnus de Raisonnablement Sexiste. Et merci à vous, François Bousquet. Vous êtes le directeur de la Nouvelle Librairie.